Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste consacré à la capsule dans l'atelier. Je suis une nouvelle fois dans l'atelier de JP sur les hauteurs de Clermont. Salut JP. Salut Arnaud, bonjour à tous. Eh bien on continue dans cette saison 2 après un très bel épisode où on a appris plein de choses. Justement, saison 4 Arnaud. J'ai dit saison. T'as dit saison 2 mais c'est le deuxième épisode de la saison 4. Voilà, mais avec ma dyslexie forcément on y est. Donc voilà, saison 4, épisode 2. On avait parlé la dernière fois justement de tout l'aspect technologique, des choses que toi en tant que professionnel tu pouvais voir arriver sur le marché, émerger. Et puis là on est en automne, on arrive pas très loin sur cet hiver avec une saison qui est changeante. On va prendre un petit peu moins le vélo, moins l'utiliser. En tout cas on arrive dans une période où il faut l'entretenir. Et donc on va enregistrer cet épisode consacré à l'entretien. Ça devient classique, mais c'est vrai que les gens nous demandent. On est obligé de le refaire parce qu'il y a des choses qu'on voit toujours Exactement. Pas faites ou pas assez faites, donc on va répéter. Exactement, donc cet épisode sera consacré à l'entretien de la mécanique sur son vélo. Alors, je te repose toujours cette même question, mais aujourd'hui, voilà, je suis un pratiquant, je fais que ça soit 5 000 ou 15 000, mais j'arrive sur une période où je vais un petit peu moins prendre le vélo, de par une saison qui est moins sympathique, donc je vais rester un peu plus en intérieur. Et c'est un moment de la saison où on en profite pour entretenir son vélo. Alors, c'est quoi les bases quand on dit j'entretiens mon vélo? C'est quoi les bases, les basiques? Ça serait quoi? Alors déjà, c'est l'envie, le premier basique. Et alors là, on ne le répétera jamais assez. J'encourage tout le monde à entretenir son vélo. Alors ça peut paraître antinomique, je suis un professionnel, j'ai un atelier. Je vous encourage à le faire vous-même. Je le répète, je force. Je vous encourage à le faire vous-même. Ça vous revient sur l'épisode qu'on a enregistré la dernière fois où on disait que les gens en fait ont un vélo mais ne savent même pas vraiment comment est-ce qu'il fonctionne. Appropriez-vous votre outil, soyez responsable, sachez sur quoi vous roulez. Comment il fonctionne. Mettez-y un peu de temps, c'est pas une navette spatiale, c'est assez simple quand même la mécanique d'un vélo. Ça demande de l'envie et de la rigueur. C'est un tout petit peu d'argent parce que 90% de ce qu'il y a à faire sur un vélo peut se faire avec des outils relativement simples. Donc on va en parler justement. L'introduction pour moi, c'est faites-le vous-même. Vraiment, vraiment, faites-le vous-même. Très important. Voilà. Donc après, les basiques, tu parlais d'intérieur. Je ferai une petite aparté tout à l'heure sur l'intérieur, parce que c'est pas parce qu'on roule sur un home trainer qu'il n'y a pas d'entretien à faire et de moi aussi, je me suis mis une petite note parce que ça, c'est un sujet important. J'ai un exemple très précis. Et ça peut même être un sujet délicat sur certains vélos. Ça peut être dramatique si c'est pas fait. Voilà, donc on va pouvoir parler de ça. Le premier entretien, c'est le nettoyage. On l'a dit et répété. Un vélo propre, c'est un vélo sur lequel on peut voir ce qui se passe. C'est un vélo sur lequel on a envie de rouler. Et c'est un vélo qui s'use moins parce que tout ce qui colle sur un vélo quand on roule sur la route génère un surcroît d'usure. C'est-à-dire qu'un vélo sale s'use plus qu'un vélo propre. Et oui. Un vélo sale s'use plus qu'un vélo propre. Donc c'est valable pour la transmission, mais c'est valable pour le reste aussi. Voilà. Si vous avez votre cuisse qui frotte sur le cadre à un moment, mais que le cadre est blindé de poussière et de petits dépôts, etc., il y a une capacité d'abrasion qui est plus importante et donc votre peinture va souffrir. C'est un exemple parmi d'autres. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est mal lubrifié force plus. Voilà, quand ça force et que ça frotte, qu'il y a du frottement et du dépôt, on use aussi. Donc le premier entretien, c'est le nettoyage. Idéalement après chaque sortie, nettoyage quand on nettoie, dès lors qu'on fait un apport d'humidité qui soit naturel, la pluie ou pas naturel, on lave, pensez à sécher. C'est trop souvent oublié. C'est toujours retenu ça. Voilà. On lave, on sèche, on lubrifie. Voilà, un souffleur, un compresseur, des chiffons, en tout cas sécher, laver, sécher, lubrifier. Voilà. Ça c'est aussi simple que ça. C'est pour ceux qui vont rouler là, automne-hiver, pour moi c'est un indispensable. On peut pas rentrer d'une sortie et rien faire sur son vélo. Mais quand tu dis ça prend un petit peu de temps, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit 10-15 minutes grand maximum. Ça c'est 10-15 minutes. Mais c'est le minimum, il faut l'apporter. Mais c'est la base pour que le matériel dure plus longtemps. Et puis les vélos sont chers maintenant. Alors ça dure plus longtemps et deux, on est certain d'avoir on atteint des vitesses et on prend des risques sur un vélo qui sont complètement comparables à ceux qu'on peut prendre sur un 2 roues motorisé. Donc le niveau de sécurité qu'on doit attendre de son matériel est identique pour moi.
donc on doit avoir un matériel en bon état, donc on doit s'en occuper. Et pour moi, ça se fait à la fin de la sortie et pas avant la sortie d'après. Voilà, on doit laisser son vélo prêt à repartir. Bon, ça c'est peut-être plus personnel, mais en tout cas, je le ferai comme ça. Vous allez rouler, il va faire des temps humides, il va faire des températures aussi. En tout cas, ça dépend de où vous êtes, mais des températures beaucoup moins clémentes. C'est pareil, hein, les fluides qui lubrifient votre vélo, que ce soit de la graisse ou de l'huile, ils ne se comportent pas de la même façon à des températures différentes. Donc ça peut être des choses à checker aussi. Voilà, nettoyage, graissage, c'est les bases, et n'oubliez pas le séchage. Mais il y a aussi une question de... Alors le temps, tu l'as dit, hein, 10-15 minutes après une sortie, on remet Ouais. son vélo propre pour la prochaine utilisation. Mm. Ça, c'est effectivement un basique, mais il y a aussi une question de place. Moi, j'ai habité en maison, j'ai habité en appartement, et l'entretien du vélo se fait pas de la même manière. Moi, je rêverais, hein, alors peut-être que ça existe, je vous invite à nous communiquer les adresses si ça existe. Moi, j'habite en centre-ville à Lyon. Si demain, il y a un business qui se monte où la personne vient tous les mois, par exemple, tous les mois, chaque samedi, de 17h à 18h, entretenir ton vélo, pour un abonnement, mais ça serait génial. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quoi quand tu es en maison? Je dirais que c'est assez simple. Tu prends un pied ou pas, voilà. Tu mets ton vélo dehors, tu le nettoies, il est propre. En appartement, qui n'a pas connu le vélo dans la baignoire ou le vélo à la verticale dans la douche? Ouais. Tu vois, donc tu rinces. Ouais. Et c'est pas forcément la bonne solution. Non. Parce que tu ne le sèches pas dans l'intégralité derrière. Il y a d'autres solutions. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Moi, j'ai, comme toi, pas connaissance en France d'un service, que ce soit à domicile, mais pas non plus sur site. C'est-à-dire un shop où tu arrives et tu dis bah, je veux un lavage de vélo. Ça existe ailleurs. Ça existe en Asie, au Japon. Ça existe. C'est comme un service de detailing de vélo, mais tu as différentes gradations. Tu rentres, tu donnes ton vélo, tu dis bah, je veux juste qu'il soit propre, ou je veux qu'il soit propre et qu'il y ait une cire de protection, une lubrification de tous les points, etc. Ça se fait. Mais ça se fait du genre tu rentres, tu déposes ton vélo et on te le fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme un car wash, mais un bike wash. C'est ça. Avec différents niveaux. Avis aux entrepreneurs en France, je pense qu'il y a en tout cas en ville, je pense qu'il y a moi, je suis très clairement un truc comme ça à faire. À l'échelle d'une personne, je suis sûr que c'est un business qui fonctionne sans aucun problème. Mais ça n'existe pas, en tout cas à ma connaissance. Maintenant, pour ceux qui sont en maison, oui, c'est plus simple. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai un garage, éventuellement un pied, j'ai un jet d'eau à minima, des brosses, je fais et puis je sèche. Pour sécher, j'ai dit peut-être trop vite tout à l'heure. Pour ceux qui ont un compresseur, c'est pas forcément très gros. Hein, tu vois, il y en a un juste à côté de toi là. Et ça s'achète si vous allez sur les promos, soit vous savez des camions outils qui passent un peu partout, ou voir vous avez des grands supermarchés, des hypermarchés qui font des outils. Il y a des compresseurs souvent pas très chers. On peut s'équiper d'un compresseur pour pas très cher. Hein. Voilà. Donc même en appartement, on peut avoir un petit compresseur. Il y a une génération maintenant aussi de souffleurs. Alors vous avez le souffleur à feuilles classique, à batterie ou à fil que vous pouvez trouver pas cher un peu partout. Mais maintenant, regardez bien sur les réseaux sociaux, regardez bien sur les sites de vente en ligne. Vous avez des petits souffleurs dédiés, entre guillemets, à ce qu'on appelle le detailing ou le nettoyage, qui sont orientés, alors le marketing se fait pas sur les vélos, mais il pourrait. Mais pour les motos et les autos, qui vous permet de sécher, alors c'est un petit truc à batterie, mais avec une puissance de soufflage assez importante, qui permet de sécher son véhicule. Ça, typiquement, c'est assez accessible à tout le monde. Et puis sinon, il y a le bon vieux chiffon. Alors le chiffon, achetez-vous des paquets de microfibres. Si vous tapez, vous faites 1 minute de Google, vous prenez 15 microfibres que vous allez garder, que vous passerez à la machine. Ça, c'est un must-have. Ouais, voilà. Tout à fait. Et ça vous permet de sécher le vélo. Ça va pas aussi vite qu'avec un souffleur ou une soufflette et un compresseur. Mais quand on ne peut pas avoir autre chose, ça fonctionne très bien. Ça, c'est pour la partie de comment je sèche. Comment je lave? Si on n'a pas tous un jet d'eau, on peut avoir tous, en tout cas une partie, a peut-être un balcon et un seau d'eau et une éponge. Alternative numéro 1. Pour ceux qui n'ont rien de tout ça, le paquet de microfibres et un nettoyant entre guillemets sec. Alors il n'est pas sec, c'est un nettoyant en bombe la plupart du temps. Ici j'en propose. Oui, alors moi je travaille avec des produits Bike 7. Et Bike 7, je le vois là, j'aurais pu peut-être en saisir un ici.
Non, je l'ai pas là, mais il y a un truc qui s'appelle le Fast Clean. Donc tu appliques ta mousse ou le produit sur le cadre. Alors moi je l'applique sur le chiffon, je vais expliquer pourquoi après. Je l'applique sur le chiffon et ce chiffon va permettre de nettoyer. Alors c'est un peu comme si vous voyez les gens qui viennent nettoyer votre voiture sans eau, vous allez faire une consommation de chiffon. Donc si vous achetez des microfibres, prenez-en 10, 15, 20 parce qu'à chaque nettoyage, vous allez en mettre 10 à la machine à laver après. Mais vous avez la possibilité de faire. Ok, donc le Fast Clean, on nettoie. Donc ça c'est la partie cadre, mais tout ce qui est partie ça marche. Transmission, chaîne. On fait alors la transmission chaîne. Vous utilisez un dégraissant avec un chiffon. On a déjà beaucoup parlé. Attention, on n'en met pas de partout. Et puis donc bon, on a cité le Bike Clean le Fast Clean de Bike 7. Pardon, je vais être dyslexique comme toi bientôt. Mais vous en avez d'autres. Voilà. Il y a des marques qui vendent des lingettes aussi. Voilà, attention, toujours les lingettes, il y en a certaines qui sont à double face, une face abrasive, une face lisse, donc attention à pas frotter le cadre avec la face abrasive. Voilà. Et pourquoi, parce que je t'ai peut-être fait changer de sujet depuis, pourquoi tu mets ton produit sur le chiffon et non pas sur le cadre? Eh bien, en fait, c'est des bombes qui pulvérisent, qui ont des jets assez larges, et si tu commences à faire ça, typiquement, voilà, quand tu as fait ton clean avec un produit à pulvériser, il y a après des produits de protection, par exemple, qui ne sont pas des cires céramiques, mais qui sont des choses qui vont s'approcher de ça. Si tu commences à pchiter ça sur les vélos, tu peux à 90% être sûr que tu vas en trouver sur ta plaquette, et ta plaquette poubelle après. Voilà, ton disque ou ta plaquette, tu mets ce truc qui est quelque chose qui est enveloppant, filmant en fait, et ben c'est très problématique. Donc je préfère qu'on pulvérise on pulvérise sur le chiffon, comme ça on a une meilleure maîtrise de où va le produit et où va quel produit. C'est pareil pour un dégraissant, surtout si on n'a pas de place, tu peux pas aller mettre du dégraissant partout sur ta cassette, etc. Là, la maladie de cette année, c'est le corps de roue libre sec. C'est le corps de roue libre qui a vu une intrusion d'un produit dégraissant avec un pouvoir dégraissant assez important. Aujourd'hui, tout ce qui se vend à destination du vélo est souvent assez puissant en termes de pouvoir dégraissant. Essayez sur une assiette, vous verrez comment ça dégraisse. Donc, en fait, ça va s'insinuer dans les corps de roue libre que les gens ne pensent pas assez souvent à démonter. T'en as fait les frais. J'ai un client qui en a fait les frais encore cette semaine. C'est la panne. C'est presque ma panne. Oui, si. C'est presque ma panne numéro 1 en ce moment. Mais ça, tu vois, le nettoyage du corps de roue libre... Est-ce que tu ne le vois pas? Tu le vois pas, mais aujourd'hui, j'invite tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à témoigner. Qui le fait aujourd'hui? Qui nettoie son corps de roue libre? Et là aussi, je pense aux magasins de cycle, aux mécanos. Je pense qu'il y a un vrai marché, il y a un vrai business de dire moi, je veux un nettoyage de mon vélo à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et on te le rend lubrifié, ou alors première étoile. Pour moi, ça fait partie d'une révision. Mais qui on le n'est fait pas en tous France pareils. quand tu déposes ton vélo? Tu dis, je voudrais une révision. Quel mécanicien aujourd'hui, en France... Moi, chef. Toi, voilà, va démonter la cassette, le corps de roue libre de la roue. Enfin, moi, à part toi qui m'en a parlé, et puis ça m'est arrivé, effectivement, mais personne. Sinon, ça va juste être frein, dérailleur, mes préco, très clairement, mes points de contrôle de révision. Je vais te faire une liste. D'accord ? Je veux bien. C'est le thème de l'épisode, ça tombe parfaitement bien. Plaquettes, vérif des plaquettes, remplacement des plaquettes éventuellement. Est-ce que tu as un kilométrage à donner à peu près ? Non, non, parce qu'on ne fait pas tous le même poids, on ne freine pas tous de la même façon. Donc là, ça se voit. Tu démontes la plaquette, tu le vois. Voilà. Qui sait démonter une plaquette aujourd'hui ? J'espère que tout le monde, parce que si tu ne sais pas le faire, tu es en danger. Voilà. N'hésitez pas à témoigner aussi sur ça. Donc, les freins... Changer la plaquette, c'est pas suffisant. Il faut aller vérifier à l'intérieur de son étrier, nettoyer son. Allez, on fait de la pub produit. Brake Cleaner de chez Bike 7, c'est un spray, ça, une vieille brosse à dents, on nettoie, parce que s'il y a de la saleté qui s'accumule autour de votre piston rentre moins bien, donc vos freins sont moins efficaces. Et puis, on peut bloquer un piston au bout d'un moment si on nettoie jamais. Les freins. La cassette et la chaîne, ça c'est assez visible, donc ça commence quand même à rentrer dans presque trop, puisque les gens mettent un peu de dégraissant trop, voilà. Mais 2 fois par an, enlevez votre cassette, nettoyez les pignons un par un, parce que ce que vous faites en externe, ça fonctionne, mais au moins 2 fois par an, faites ça. Démontez le corps de roue libre 2 fois par an, graissez-le, nettoyez-le. C'est en fonction des systèmes de moyeu, on est entre 5 et 15 minutes. Puis c'est quand même hyper appréciable d'aller rouler sur un vélo propre. Et puis ça fait moins de bruit. Ouais, on cherche des watts de partout. Quand c'est corrodé dans un corps de roue libre, on n'est pas sur les 2 watts du lubrifiant de chaîne
ultra tech, ok. Donc ça, nettoyez, démontez vos tiges de selle. Pitié, par pitié. Voilà, on a du multimatériau dans le vélo. Vous avez des matériaux qui vont bien ensemble, d'autres qui vont moins bien ensemble. Aluminium, acier, humidité, corrosion galvanique, tige de selle bloquée. La bonne recette. Et ça, c'est un enfer. Hein. C'est-à-dire que au mieux, ça vous occupe 3 heures, ça vous fait des soucis et vous finissez par arracher cette tige de selle que vous jetterez. Une tige de selle, ça peut coûter aussi peu cher que 20 € ou 30 €. Au pire, c'est une peinture de cadre parce qu'il a fallu chauffer, etc. Alors on pense que c'est que les vélos acier. Attention, c'est pas l'acier qui rouille, c'est une corrosion galvanique, c'est une réaction entre les deux matériaux, d'accord ? Mais ça concerne aussi l'aluminium et le carbone, par exemple, même problématique. Donc ça, c'est pour les histoires de réaction chimique et de corrosion galvanique. Mais l'accumulation de saleté et le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, le fait qu'on perde le film de graisse entre la tige de selle et le tube qui reçoit la tige de selle, est générateur de problèmes c'est trop récurrent en fait. Alors que ça met 2 minutes de se dire je dévisse, je mets un scotch si je veux pas perdre ma hauteur de selle, je dévisse, je nettoie, je sèche, je graisse et je remonte. 2 fois par an minimum la tige de selle comme le corps de roue libre. Moi j'ai un exemple sur ça sur la pédale. Les pédales, les roulements de pédales, parce que parce que la plupart des pédales elles sont montées sans être graissées encore une fois. Exactement. Donc le filetage d'une pédale, on le graisse, d'accord ? Là on met pas du frein filet, on graisse. Et puis de temps en temps on le démonte parce que la graisse n'a pas une durée de vie ultime. Alors quoique la graisse dans un filet comme ça, elle est assez bien conservée parce qu'elle est un peu encapsulée. Mais si ça n'a jamais été graissé et que vous en apercevez trop tard, c'est un pédalier qu'il faut changer. Okay ? Ça, dans une pédale, il y a des roulements aussi. Ils ne sont pas à durée de vie infinie. Donc quand vous roulez l'automne, l'hiver, etc., ils prennent aussi. Si on fait... Alors, dans les pédales haut de gamme, c'est des roulements. Dans les pédales entrée de gamme, ce sont des paliers. D'accord ? Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir un roulement qui se corrode et qui se bloque complètement. Vous avez des paliers qui sont en matériaux polymères ou des fois en laiton. Mais en fait, il y a du frottement, des couinements qui peuvent apparaître là. Le boîtier de pédalier, c'est minimum 1 fois par an. Minimum 1 fois par an. Alors, il y a des boîtiers qui s'entretiennent vraiment, c'est-à-dire on accède au roulement et on doit regresser. Et malheureusement, il y a beaucoup de boîtiers qui ne s'entretiennent pas, mais dont on peut prolonger la durée de vie en graissant les parties externes. C'est-à-dire, on enlève son pédalier, on nettoie, on sèche et on regraisse les points de contact. Et cette graisse va permettre aussi de ralentir la progression des éléments contaminants à l'intérieur même du roulement. Le jeu de direction, ma foi, si vous faites une révision 1 fois par an, ça fait partie de la révision de jeu de direction, mais il est beaucoup moins exposé qu'un boîtier de pédalier. Donc les roulements de jeu de direction, vous pouvez pareil faire un nettoyage et un graissage. Pareil, la portée de roulement, c'est-à-dire cette partie qui est sur la fourche qui vient se mettre dans le roulement de la même façon. Voilà, quand on a une fourche carbone, on a un expandeur de fourche. Attention, c'est de l'aluminium, souvent mélangé avec de l'acier, dans un pivot de fourche en carbone. Là aussi, il peut y avoir des traces de corrosion galvanique. On peut nettoyer avec un peu de paille d'acier, de laine d'acier, remettre un petit coup d'huile par-dessus pour que ça ne continue pas de se corroder. Enfin, tout ça, c'est des points assez simples, mais ça fait partie de la révision. Moi, il ne me vient pas à l'idée de faire une révision d'un vélo sans démonter le pédalier, le boîtier de pédalier, le corps de roue libre et le jeu de direction. Mais je pense qu'il y a un vrai business sur ça. Hein. Donc, comme tu l'as dit, les entrepreneurs qui nous écoutent... Voilà, moi j'habite en centre-ville. Si demain il y a une offre qui sort en disant ben voilà, ton vélo sera entretenu tous les premiers jeudis du mois entre 18h et 19h, quelqu'un vient, check, graisse. Alors là. Ah ben moi je vais te dire, hein, le business model. Sans que j'aime me déplacer. Le business model que je vois, moi, c'est un gars avec un camion à une station de lavage. Et il va là où il y a les sorties et au point de repère. Quand les mecs prennent le café, ils lavent 10, 15, 20 vélos d'affilée. Il y a un vrai business model rentable là-dessus. On va peut-être monter ça, JP. Tiens, un vélo cargo dans le centre-ville. On n'a plus l'âge, Arnaud. Un vélo cargo en centre-ville, tu te déplaces assez facilement. On n'a plus l'âge. Mais alors, par contre, j'ai une autre casquette de conseil et de coaching. S'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a envie de monter un business comme ça, je passe une journée avec lui gracieusement et je l'accompagne pour monter le business. Allez, c'est parti. Voilà. C'est parti. Je reviens juste sur les petits points à checker. Et on parlait, tu sais, de la saison dans laquelle on arrivait, qui était plutôt une saison qui était moins propice à des sorties extérieures. Donc on fait de l'intérieur. Et quand on fait des sorties en intérieur, tout le monde a découvert depuis le confinement qu'on transpirait beaucoup sur un vélo. Et donc, qui dit transpiration, j'en ai fait l'expérience, dit
corrosion, c'est-à-dire que tu transpires énormément, la transpiration coule sur tes bras, va venir se mettre dans la guidoline. La guidoline, bah, une fois que tu finis ta sortie, bah, ton vélo, tu le mets dehors, tu le laisses dedans, bref, voilà. Mais au bout d'un moment, le cintre peut être totalement attaqué par l'acidité de ta transpiration, extrêmement à aller acide. jusqu'à, pourquoi pas, Cassé. fissuré. Voilà. Et moi, je m'en suis rendu compte en voulant changer une guidoline. Et en fait, je me suis rendu compte que sous cette guidoline, tout était rouillé. Ouais. C'est-à-dire que le cadre, même je ne pouvais plus même resserrer ma cocotte parce que le cadre était totalement fissuré. Ouais. Ça, c'est un vrai danger. Est-ce que là-dessus, pareil, tu as des conseils, astuces, entretiens c'est qu'une guidoline, même si elle n'est pas, abîmée ou coupée, ne serait-ce que ce que je viens de partager sur la transpiration, la changer régulièrement peut-être, ne serait-ce que pour vérifier Moi, ce qui je se passe considère dessous. que, pareil, on devrait changer son ruban de cintre une fois par an. Mais après, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Je pratique un sport qui s'appelle le badminton, où sur un club où il y a 60 inscrits, je me demande si des fois je suis pas le seul à changer mon grip une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, alors que ça a une importance primordiale. Et on n'est pas sur des histoires de sécurité, mais sur un vélo, oui. Parce que Ah là, oui, inspecter son clairement. cintre, on est obligé d'enlever la guidoline. Alors oui, si vous avez une guidoline de qualité, c'est 50 euros. 50 euros par an, ça me paraît pas complètement ahurissant quand on fait du vélo, sachant qu'un vélo coûte quand même relativement cher. Mais bien sûr, la problématique de la sueur est une problématique nouvelle, émergente, et on n'a pas fini. Alors ce qui est touché en premier la plupart du temps, si on part sur le vélo lambda qu'on trouve sur un home trainer, c'est-à-dire un vélo de route avec à minima une fourche en carbone, pourquoi pas un cadre en carbone, etc., tu peux être sûr que tu dévisses ton capot de potence et tu regardes l'expander, alors ouais. là, c'est La mangé. transpiration, Là, c'est généralement, mangé. ouais. C'est-à-dire que tu vois l'aluminium de l'expander se dégrader, d'accord. Et tu peux avoir énormément de mal même à retirer cet expander qui ne te permet même plus de mettre la précontrainte sur ton jeu de direction suffisante. Donc ça, c'est le point numéro 1. Tes vis de potence, c'est un très bon signe aussi, ça se voit très souvent. C'est les premiers endroits touchés. Alors effectivement, sous la guidoline, c'est presque pire parce que, alors, normalement, la sueur ne devrait pas passer sous la guidoline. C'est soit la guidoline est mal faite, soit elle est poreuse, et donc il est déjà temps de la changer, mais ou c'est que soit la mise en place de la guidoline n'est pas bien, et puis bah, tu as de l'espace, ça passe. de l'espace ici. Voilà, et des petites astuces ici, quand on fait sur son ruban de cintre, hein, on peut avoir un scotch, en le tirant bien, il vient refermer le côté de la guidoline. Moi, c'est un soin que je prends parce que sinon, on a quelque chose qui rentre ici. Mais normalement, ça ne devrait pas passer. Quand ça passe, c'est un problème parce que bah, on a un cintre soit en alu, soit en carbone. Les colliers de fixation des cocottes, ça va être un mix de matériaux aussi. Il y a une vis en acier, un ruban soit en acier, soit en aluminium. Là, on a tous les ingrédients avec l'acidité de la transpiration pour que ça crée des dégâts, très clairement. Mais les jeux de direction, les potences, c'est ça le plus touché. Voilà, le cadre en général, ça tombe sur le top tube, qu'il soit en carbone, en alu ou quoi. Alors, il peut y avoir, tu ça sais, glisse. maintenant avec les fabricants qui pensent à tous les pratiquants. Il y a des tissus, qui font des sorties longues, mais il y a aussi ces deux vis que tu trouves sur le cadre pour y mettre une sacoche. Et là, les vis, elles sont pareilles. Non, c'est pareil. C'est comme pour la potence, elles sont oxydées. Donc il y a quelques équipementiers qui proposent des protections à mettre sur le vélo. Ouais. On ne transpire pas tous de la même façon. Le degré d'acidité de la transpiration, il dépend de notre alimentation. Tout à fait. Beaucoup. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. Et alors, il y en a un dont on n'a pas parlé pour la pratique en intérieur, c'est que déjà, quand vous allez mettre un cadre sur un home trainer, alors il en existe plein des home trainers. Vous avez des home trainers, vous avez des rouleaux, il y a encore des gens qui roulent avec des rouleaux, mais maintenant, avec la démocratisation de tout le virtuel, on a beaucoup d'home trainers sans roue, c'est-à-dire où on met son vélo, il y a une cassette sur le home trainer, ou il y a encore des home trainers où on va mettre sa roue arrière sur un cylindre et où il y a un moteur qui va permettre de recréer la difficulté de roulage et de contrôler les watts, etc. Dans tous les cas, vous devez commencer par vérifier les conditions de garantie de votre cadre. La grande majorité de tous les cadres ne sont pas pris sous garantie dans le cas d'une utilisation de home trainer. Donc, c'est un risque que vous prenez, autant en avoir confiance. Conseil numéro 1, moi-même, j'ai exclu de conditions de garantie de mes cadres l'utilisation sur un home trainer. Je vais détailler le pourquoi du comment. Mais commencez par vérifier ça. Si vous avez une cassette sur le home trainer, elle est utilisée dans les mêmes conditions qu'une cassette à l'extérieur, sauf qu'elle n'est pas exposée aux mêmes contaminants, mais vous avez de la poussière, vous avez des conditions d'humidité qui varient chez vous, et vous avez votre sueur. Donc ça doit être nettoyé et lubrifié. Vérifiez vos axes.
D'accord? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis Vérifiez parce vos axes. Parce que note sur un home trainer, et pourquoi la plupart des fabricants excluent l'utilisation home trainer de leur vélo? Parce que le cadre est soumis à des contraintes qui sont bien supérieures à celles auxquelles le vélo est soumis sur la route. Quand vous êtes sur la route, votre roue arrière est libre de basculer de droite à gauche. Quand vous êtes sur un home trainer et que vous roulez notamment bah, tu peux pas. encore plus avec l'apparition du virtuel, où vous êtes pris dans le truc et vous allez vous comporter sur votre vélo exactement de la même façon que si vous étiez en train de rouler à vélo à l'extérieur. Et donc vous allez soumettre le triangle arrière à des efforts qui sont bien au-delà de ce pourquoi il a été prévu initialement. Non, il y a très peu. Je crois qu'il y a une plateforme, c'est Saris ou Sartis, je ne saurais pas précisément le nom, qui met en place en fait un plateau. Il y en a, sur il y en a, lequel il y en a plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. mettre ton vélo et donc, bah, si tu as juste un bloc arrière, ton bloc arrière, pour que quand tu te mets dans ça reproduise ce balancier. Alors, il y a une latitude de mouvement, mais qui n'est jamais celle du vélo sur la route, parce que tu as forcément plus de contraintes que juste ton point de contact. Tu te rappelles, hein, le point de contact Ouais, d'un je me pneu, souviens. c'est pas grand-chose. Donc, quand tu es sur la route, le vélo, il bouge librement. D'accord? Sur un home trainer, c'est très différent. Quand j'insiste, les efforts sont vraiment supérieurs. Donc, Ouais. ça peut Bah, les créer, watts sont pas les mêmes, des c'est vrai. contraintes non prévues sur notamment le triangle arrière. Mais pas que, parce que se pose la question de la roue avant aussi. Hein, voilà. Donc, Bah, moi, je sais quand que elle est voilà, prise, tu as vu le matériel dans lequel Ouais. je me suis équipé quand tu étais passé chez moi me livrer ce beau vélo. Et c'est vrai que j'avais, il y a quelques mois, avant ma fracture, un vélo totalement. Enfin, c'était même pas un vélo, Une machine c'était une d'appartement. machine d'appartement, voilà, totalement connectée. Donc, je m'en suis séparé. Là, j'ai repris un rouleau arrière et une partie avant fixe. Alors Oui, là, je les contraintes, effectivement. ouais, sur les contraintes sur la fourche sont hyper importantes C'est aussi. impressionnant. Voilà. Ouais, c'est Donc ça, impressionnant. pareil, vérifiez votre garantie et puis vérifiez vos serrages, vos précontraintes de roulement, etc. Parce que vous tirez dessus de manières qui n'ont pas été prévues et qui continuent de ne pas être prévues, parce que les gens font des vélos pour rouler dessus et pas des vélos pour être bloqués dans des home trainers. Donc prenez garde à ça. Voilà, ça demande une attention particulière. Donc moi je l'ai expliqué pourquoi j'ai retiré de ça, parce que j'ai pas du tout de maîtrise de comment les gens vont utiliser le vélo. Maintenant c'est une exclusion purement juridique. S'il y a un souci et qui est pas dû à une mauvaise manipulation, on a toujours le choix d'accepter en garantie quelque chose, mais la plupart des fabricants ont pris les devants là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de casses. Très intéressant d'avoir fait cette parenthèse, parce que quand on parle d'entretien, on pense à un vélo qui va en extérieur, mais pas que. Mais pas que. Et puis, sur cette phase également, la partie, j'aimerais qu'on aborde les outils. Parce que là, on Oui, parle de comment l'entretenir. Tu nous as donné également, mais je t'invite à aller reciter les marques d'entretien. Mais quels sont les outils, les basiques à avoir chez soi pour bien entretenir, dévisser, oui. bien visser? Parce que là aussi, tu peux abîmer les pièces parce que tu n'as pas le bon outil. Complètement, complètement. Donc on avait fait un épisode outils et je crois que l'épisode outils, je sais même plus si on avait réussi à le filmer ou pas, mais peut-être qu'on refera quelque chose là-dessus. Mais les indispensables, un jeu de tournevis, tournevis plat, tournevis cruciforme. Les cruciformes, il y en a deux. Il y a les Philips et les Posidrive. D'accord. Donc en fonction des vélos que vous avez, vous pouvez trouver les deux. Donc ma foi, deux tailles par type d'empreinte, ça fait 6 tournevis. Vous allez trouver des kits de tournevis sur tous les sites de vente en ligne. En général, vu un usage amateur, même les qualités d'entrée de gamme vont être suffisantes. Mais si vous avez un milieu de gamme, c'est toujours mieux pour ne pas abîmer vos vis. Voilà. Ça, c'est essentiel. Tournevis. Une pince coupante. Une pince tout court. Un très bon jeu de clé Allen. S'il y a un des outils sur lequel il faut mettre un peu plus C'est d'argent, ça, c'est sûr. pour moi, c'est le jeu de clé Allen, c'est ce qui sert le plus, et de plus en plus, on va vers des empreintes 6 pans sur les vélos, donc avec les clés Allen, vous allez faire quasiment 90% de votre vélo. Là-dessus, ma recommandation, elle est la même depuis 10 ans, quasiment. Jeu de clé Allen, Silka, le HX1, on l'a mis ici Moi, je me suis devant équipé, la vidéo, voilà. Je me suis équipé de ce Avec celui-là, boîtier-là. vous faites 90%, ça peut même remplacer vos tournevis, parce que ça prend Exactement. ça prend des embouts 6 pans, donc si vous avez la petite boîte d'embouts, de toute façon, ils y sont tous déjà. J'utilise chaque semaine, moi, Voilà. Et moi, tous les jours. j'en ai deux. Une dans le véhicule, une ici à l'atelier. Ce sont les mêmes depuis Ah oui. la création de 211 j'en ai pas remplacé une. Voilà, pas une. Et c'est un usage quotidien et non, intensif. c'est évident. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est bientôt Noël.
pensez-y, voilà. Sur votre petite Voilà, liste. j'ai fait plein d'outils sur le marché, etc. Pour ce qui est de travailler dans le vélo avec des clés Allen, Silca HX1, recommandé. Je considère que c'est pas de la publicité, c'est d'utilité publique. Voilà, c'est recommandé l'outil numéro 1. Si vous devez en acheter un et un seul, c'est celui-là. Des microfibres et des produits de nettoyage. De la graisse de qualité, un lubrifiant de qualité pour sa chaîne et de la graisse. Alors, quand on est amateur, on peut pas. Moi, ici, j'ai toujours à minima 2 voire 3 types de graisse. Un type de graisse un peu plus fluide pour tout ce qui tourne, j'allais dire à haute vitesse, on en fait du vélo, mais tout ce qui tourne, d'accord, les axes de roue, les boîtiers de pédalier, les cordes de roue libre. Voilà, et puis une graisse un peu plus pâteuse pour les jeux de direction ou les graissages des filetages, etc. Voilà, donc moi je travaille avec la marque Chris King là-dessus. Il y a 2 graisses qui sont formulées exactement comme il faut. La graisse est extrêmement de bonne qualité, elle dure très longtemps dans le temps, elle a un temps sur étagère qui est quasiment infini. Voilà, quand on ne peut en avoir qu'une, préférez la plus pâteuse. Elle fera tout, elle va vous faire perdre 2 watts dans les éléments tournants, mais ça ne sera pas la fin du monde. Mais prenez toujours une graisse de qualité. Je ne vois pas d'utilité à utiliser des graisses cuivrées, des graisses plus techniques, etc. Une bonne graisse de qualité qui tient bien, ça suffit. Il vaut mieux faire plus régulièrement l'entretien plutôt que de se dire je mets une graisse qui va m'éviter l'entretien pendant 2 ans. J'en ai pas vu, ça n'existe pas à mon sens. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les indispensables. Avec ça, on n'a pas d'outils de spécialité. Donc il y a des opérations qui nous sont pas possibles, mais les outils de spécialité qu'il faudrait, c'est une empreinte de clé pour les cassettes. Ça va faire la plupart du temps les cassettes et les disques. Donc ça peut être simplement mécanique. Si on veut faire ses entretiens de boîtier de pédalier, il faut la clé qui va avec son boîtier de pédalier. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver sans cliquet et sans dynamométrique, sans capacité dynamométrique. On peut trouver ces outils-là pour... allez, je vais essayer de faire globalement un 20 € pièce. Donc on est capable de s'équiper. Voilà. Et puis, pour ceux qui peuvent, une clé dynamométrique. Mais on l'avait dit dans l'épisode des outils, la problématique, c'est qu'on a deux gammes de couples sur les vélos, souvent entre 5 et 15 Nm pour faire tous les serrages conventionnels des accessoires, et puis après 40-50 Nm pour les boîtiers de pédalier, les cassettes et tout. Donc s'il faut en acheter une, il faut peut-être acheter plutôt la première, et puis aller chez un professionnel si on n'a pas, pour faire le serrage du boîtier de pédalier et tout. Ça c'est important. Le multitool, que tout le monde a quasiment, pas pour l'entretien mais pour rouler, mais il peut servir dans le cadre de l'entretien si vous en avez un bon. Voilà, préférez les outils qui sont entre guillemets forgés plutôt que les outils qui sont juste tordus on le voit de toute façon à la qualité de l'outil. Ça se voit vite. Voilà, ça se voit assez vite. Préférez toujours aussi les outils, en tout cas pour tout ce qui est empreinte, les outils qui ont un chromage, voire un double, voire un triple chromage. Ça, c'est gage de durabilité et de ne pas endommager vos fixations. La pièce. Ouais. Et puis une clé à rayon si on a besoin de dévoiler. Ça demande un peu de savoir-faire quand même. Donc on peut dévoiler une roue de vélo sur le vélo si on n'a pas de pied d'atelier, etc. Mais ça doit être considéré. Ça se voile encore une roue? Ouais, ça se voile encore. Ouais, et plus c'est une roue d'entrée de gamme, plus ça se voile. Ouais, ça fait des années que j'ai pas emmené une roue à dévoiler. Alors, tu t'en aperçois peut-être moins aussi. Le freinage à disque fait qu'on s'en aperçoit. Exactement, le patin faisait que on s'en aperçoit moins. Les pneus plus larges font aussi qu'on s'en aperçoit moins. Mais si on est sur une recherche vraiment de souplesse et de bonne performance, on doit le checker parce que oui, ça se voile encore. Et plus une roue est montée de façon homogène, c'est-à-dire vraiment avec une tranche très faible de disparité, de tension de rayon de chaque côté, et bien plus elle est durable dans le temps dans sa position. Voilà. Donc si on a c'est pour ça que je dis sur les roues d'entrée de gamme, en fait c'est pas tant tout le temps le matériau qui pose problème, c'est la mise en œuvre fait que c'est des rayonnages machines avec assez peu de contrôle, et puis vous allez avoir un déséquilibre qui est déjà présent dans la roue, et la roue soumise à des chocs va vouloir elle trouver un équilibre de tension parce que c'est tout ce qu'elle connaît, elle sait pas si sa roue est droite, s'il y a un saut ou pas, et vous allez vous retrouver avec soit un voile, soit un saut, parce que le saut ça peut être presque, aujourd'hui avec les disques, ça peut être plus impactant d'avoir un saut, parce que le freinage, le voile on le sent pas, mais le saut on va le sentir. Ouais, tu vas bien le sentir, voilà. C'est sûr. Et tu vas même pas forcément comprendre d'où est-ce qu'il vient parfois. Exactement, voilà. Mais avec ça, on a fait grosso modo le tour des outils. Si on évalue le panier
Allez, le jeu de clé Allen, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, on est C'est le sur plus un peu important. plus de 150 €, mais c'est le plus important. Mais si on additionne le tout et qu'on achète des microfibres, 2-3 produits d'entretien, les tournevis, etc., dans une gamme de 3 à 400 €, on peut s'équiper. Ça reste un montant, j'entends. Mais je pense que si Mais c'est important. checkez le prix d'un entretien ou d'une révision chez un professionnel. Répétez ça une fois par an ou plus si vous avez des échéances importantes et que vous voulez... Moi, je le vois trop. Je sais pas comment c'est sur la race. J'ai pas eu l'occasion d'être sur un départ de race encore à Cross France. Mais moi, j'ai déjà fait des départs de courses longue distance en étant là avec les outils en mode atelier gratos. J'étais effaré de voir l'état des vélos qui partent pour faire de la longue distance. On Voilà. t'invitera avec grand plaisir. Tu serais surpris. C'est de l'inconscience en fait. Oui, hein. surpris. C'est C'est pas pour se ça donner que les moyens de prendre du plaisir quand sur je dis- l'épreuve. hein, Quand voilà. je dis entretenir, c'est important. C'est pas juste pour être beau. C'est surtout que tu vas rouler sur un vélo où tu vas le mettre en sécurité. Parce qu'il y a quand même une notion de sécurité qui est Ça, très et très puis, importante. puis je me dis que quand même quand on prend la peine de s'inscrire sur une race à cross mais qu'elle fasse 300, 500, Tu 1000 ou dois savoir sur quoi 2500, tu roules. ça, et puis on a envie de le faire dans des bonnes conditions. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on a le cap de dérailleur qui était effiloché au kilomètre 0, qui pète au kilomètre 60 et qu'on n'en a même pas dans la sacoche. Mais ne serait-ce que sur les braquets, ça m'est arrivé Les de poser la braquets, question bien au sûr. départ. Alors, tu pars, ok, tu vas faire les Alpes, tu es sur la 1000 km, tu as quoi comme braquet? Et de ne pas avoir la réponse Eh parce oui, que les gens ne et savaient ils pas. savent pas. Ça m'est arrivé il n'y a Ouais, pas si longtemps que mais ça. je suis pas étonné. Bon, en tout cas, un grand merci JP pour Avec plaisir. tous ces renseignements, ces précisions. Entretenir et réparer son vélo est une compétence essentielle pour tout cycliste, que vous soyez amateur professionnel, en suivant les conseils d'entretien réguliers, le réglage des composants, en utilisant les bons outils, on en a parlé. Eh bien, vous serez capable d'une meilleure performance et vous pourrez rouler en sécurité. Vous allez également prolonger votre matériel. Un grand merci, puis je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste et dans 4 semaines pour une capsule dans l'atelier. Merci JP. À très bientôt et à vos outils.